La question de l'approvisionnement de la ville de Ouagadougou en eau potable en discussion au Premier ministère. La période de grande chaleur s'annonce avec son cortège de coupures d'eau et pour parer au plus urgent, il est prévu la réalisation d'une quarantaine de forages dans les quartiers périphériques de la capitale en attendant la fin effective des travaux de Ziga 2. Nous nous intéressons dans ce journal à l'univers des rebooteurs, ces guérisseurs traditionnels encore très sollicités dans tous les milieux sociaux. C'est à l'Est que nous nous rendons pour évoquer ce pan de la médecine traditionnelle. Et le sport au service de la diplomatie, les deux Corées donnent l'exemple. Les 23e Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang rapprochent les deux pays. Le dirigeant nord-coréen fait parvenir une invitation à son homologue de la Corée du Sud au nom du principe de la réciprocité. C'est le sommaire de ce journal. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de suivre les actualités de la mi-journée. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, c'est bientôt la période de grosse chaleur avec son lot de pénurie d'eau potable, surtout dans la capitale burkinabé. Le gouvernement anticipe en annonçant la réalisation d'une quarantaine de forages dans les quartiers périphériques de Ouagadougou et l'augmentation du débit de l'ONEA, des mesures d'urgence en attendant la fin effective des travaux de Ziga 2. La question d'approvisionnement en eau potable fait l'objet d'une séance de travail entre le Premier ministre et le ministre en charge de l'eau, Issaka Ouedraogo Ismaël Diloma Sirima. La période de chaleur en vue et le ministre Nyuga Ouedraogo, déjà soucieux de l'approvisionnement en eau de la capitale. Il a répondu présent à une séance de travail avec le Premier ministre pour exposer les actions en cours pour faire face à d'éventuelles pénuries d'eau. Aujourd'hui, nous sommes engagés sur l'exécution de 43 forages dans les quartiers périphériques. Sur ces 43 forages, le taux d'exécution est d'environ de 42%. Donc nous allons voir comment accélérer ça pour que, comme je l'ai dit, d'ici mars, là, on puisse terminer ces forages. Des mesures sont prévues également pour gérer les zones où la pression de l'ONEA est faible. Là aussi, nous allons exécuter, et c'est en cours, ce que nous allons appeler des points d'injection d'eau, PIE, qui vont venir effectivement renforcer le débit de l'eau parce que les prélèvements seront plus importants afin de permettre aux populations d'accéder plus facilement à l'eau. Le ministre en charge de l'eau est revenu aussi sur les différentes phases du projet Ziga 2 qui reste à exécuter. On a une phase qui est planifiée jusqu'en fin 2018 et on a la dernière phase qui est planifiée jusqu'en fin 2019. Ce que nous appelons la branche nord et la branche sud, qui va se concrétiser par la finition de la construction de 2 châteaux d'eau et de 2 bâches d'eau. Et sans donner un délai précis de la fin de ces travaux, le ministre Nyuga Ouedraogo soutient que les problèmes de pénurie d'eau à Ouagadougou finiront dès la fin totale des travaux de Ziga 2. Le chantier de construction du siège de la Direction générale de la police nationale visité hier par une équipe du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, une mission de contrôle pour s'assurer de la qualité des matériaux et agrégats utilisés et de la bonne exécution de l'ouvrage. Alidou Badini Arunamari. Des cadres du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics LNBTP sur le chantier de construction du nouveau siège de la Direction générale de la police nationale. C'est une mission de contrôle sur le site des tas d'agrégats, des matériaux de construction, une grue géante, des bruits de pelles et trouelles. Le LNBTP assure le contrôle technique des travaux. Il y a des équipes au niveau du laboratoire qui sont déployées sur le terrain et qui, à tout moment, à la demande de la mission, font des prélèvements pour faire des essais. Et généralement, pour ce qui concerne les interventions du laboratoire, certains essais peuvent être effectués sur place et certains essais pour certains matériaux sont envoyés jusqu'au laboratoire pour faire des essais et renvoyer donc les résultats qui vont être analysés pour permettre à la mission de prendre des décisions. Nous avons le contrôle technique qui consiste d'abord, dans un premier temps, à valider tous les plans d'exécution de structure qui ont été élaborés par la mission de contrôle et à approuver toutes les méthodologies d'exécution qui ont été proposées et à réceptionner, en tout cas de façon pratique sur le terrain, les éléments qui ont été mis en œuvre. Nous réceptionnons le ferrage
pour les éléments qui sont mis en œuvre et avant d'autoriser en tout cas les un coulage. Maintenant, le volet matériaux de construction, c'est tout ce qui est matériaux qui doit être mis en œuvre sur ce projet, notamment tout ce qui est aggloméré. Quand je dis aggloméré, c'est tout ce qui est ce que vous appelez couramment briques là, aussi tout ce qui est lié en tout cas au fer à béton, les aciers. Plusieurs entreprises se partagent le marché avec des missions bien précises. L'ouvrage est un bâtiment R+5 avec un sous-sol et compte 3 ailes. Ils sont là pour nous accompagner et à tout moment, quand on a besoin d'eux, ils sont toujours là. Donc en qualité de contrôle, il n'y a pas de problème et ça se passe très très bien, à merveille. Le champ d'action du LNBTP s'étend du contrôle des travaux publics et du privé à la demande. Le laboratoire apporte surtout une expertise technique pour s'assurer de la conformité des ouvrages. Un chiffre dans ce journal, 17 sur 30, c'est l'indice sur le budget ouvert 2017 du Burkina Faso selon le rapport de l'enquête budgétaire conduite par le Centre de gouvernance démocratique en partenariat avec l'International Budget Partnership. Une rencontre d'information sur les résultats de l'enquête à la disposition du public, le point sur les échanges avec Urbain Benito Sommet et Kadi Sanogo. Les résultats de l'enquête sur le budget ouvert 2017 du Burkina Faso sont présentés ici aux différents partenaires. Initié par le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, en partenariat avec International Budget Partnership, IBP, il ressort de cette enquête que le score obtenu par notre pays n'est pas reluisant. Une rencontre qui a suscité des échanges fructueux entre ces acteurs en vue d'améliorer le prochain indice sur le budget ouvert. Le score de 37 sur 100 en fait concerne le contrôle. Et sinon, au niveau de la transparence budgétaire, le Burkina a obtenu un score de 24 sur 100. Ce qui est vraiment une chute par rapport au score que nous avons obtenu en 2015 qui était de 43 sur 100. Nous avons constaté que le Burkina a perdu beaucoup d'acquis. Et par rapport à la question de la transparence, parce que nous n'avons pas eu la production et la diffusion du budget citoyen, et ni des rapports d'exécution à mi-parcours. Dans le cadre de cette enquête, des recommandations ont été faites au Burkina. Par rapport à la participation, IBP recommande que le gouvernement mette en place des mécanismes formels pour permettre à la population de prendre part au processus budgétaire. Et le processus budgétaire concerne non seulement l'élaboration, l'exécution et le suivi de la mise en œuvre. Le CGD travaille pour la gouvernance démocratique et la bonne gouvernance. Ces questions qui sont traitées ici par IBP rentrent dans la ligne d'action du CGD. Le président de la commission de la CEDEAO en fin de mission honoré par le Burkina Faso, Marcel Alain de Souza, est élevé au rang de commandeur de l'Ordre national burkinabé. Il reçoit sa médaille des mains du ministre d'État Simon Compaoré. La cérémonie de décoration avec Rasman Ezoundi et Kadi Sanogo. Le président de la commission de la CEDEAO en fin de mission reçoit ici une distinction honorifique du gouvernement burkinabé. Il a été fait commandeur de l'Ordre national burkinabé pour les différentes actions menées au cours de son mandat. Une médaille qu'il apprécie à sa juste valeur. Il l'a dédiée à tous les membres de la CEDEAO. Et la surprise a été grande. Et ma modeste personne, j'ai été vraiment très heureux et j'en suis très reconnaissant pour le président du Faso, le président Roch Kaboré. Dire que je n'ai pas de mérite, je n'ai fait que mon devoir. Et je souhaiterais que la commission, que la CEDEAO puisse atteindre les objectifs pour pouvoir atteindre l'intégration et surtout pouvoir créer des emplois pour que nos jeunes puissent lutter contre la pauvreté. Marcel Alain de Souza quitte ainsi la tête de la commission de la CEDEAO après y avoir passé 2 ans. Pour le gouvernement, c'est un signe de reconnaissance pour le grand travail qu'il a abattu. Il quitte ses fonctions, pas parce qu'il a démérité, parce que tout simplement on a voulu qu'il y ait 2 années transitoires pour les réformes. Et il a fait un immense travail, tant au niveau politique, au niveau sécuritaire de la région, même au niveau de certains aspects que j'allais dire symboliques, comme j'ai cité par exemple son implication dans la réussite
du FESPACO 2017. Comme cadeau, il a reçu un baobab sculpté en bronze qui signifie sagesse, solidarité et solidité, à l'image de la commission de la CEDEAO. À Bobo Dioulasso, magistrats et greffiers font le diagnostic des difficultés qui émaillent leur collaboration. Les discussions devront permettre de trouver solution au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Hassan Gourabo, Siriki Milogo et Karim Sissé. Après 2 jours de concertation ponctués de débats et de communication, les magistrats et greffiers accordent leur violon. Réunis autour d'une même table, ces acteurs judiciaires diagnostiquent les difficultés qui entravent leur collaboration dans la bonne marche de l'appareil judiciaire. Quand vous remarquez un peu dans les juridictions, c'est un peu souvent tendu entre greffiers et magistrats. Donc c'est vraiment une occasion pour nous de discuter justement des difficultés et de trouver des solutions. Cet atelier fait suite à l'adoption du pacte national pour le renouveau de la justice. Un pacte issu des États généraux de la justice tenus en 2015. C'est donc un cadre de dialogue afin de dégager des pistes pour une convergence des points de vue. C'est des acteurs qui travaillent quotidiennement ensemble, donc qui sont obligés de collaborer. Cependant, il a été fait le constat qu'il y a des difficultés de collaboration entre ces deux corps. Et ces difficultés de collaboration-là entravent un peu l'œuvre de justice. Donc c'est dans le but d'aplanir ces difficultés de collaboration que ce cadre de concertation, qui est d'ailleurs le premier du genre, a été organisé pour mettre ensemble les deux acteurs, magistrats et greffiers, pour discuter ensemble, relever les difficultés de collaboration qui existent entre ces deux corps et trouver ensemble des solutions pour une bonne justice au profit des populations burkinabées. La mise en œuvre des recommandations de cette rencontre servira de base pour une administration judiciaire plus efficace, répondant aux attentes des justiciables. Et dans l'actualité des médias, en vue de donner une meilleure visibilité à l'Église à travers la communication, la conférence épiscopale Burkina-Niger décide de la création du réseau des radios catholiques du Burkina. En prélude au lancement du réseau, les responsables présentent les enjeux et les contours de ce réseau des médias au service de l'Église et aux journalistes Yacouba Gamene, Maxime Zongo. Donner une nouvelle dimension aux moyens de communication pour relever le défi de l'évangélisation, voilà tout l'enjeu de ce réseau. Au total, ce sont 14 radios catholiques reparties dans les 15 diocèses du Burkina. Un réseau qui va constituer un cadre d'expression commun, de partage d'expériences et de compétences. Ce projet naît de la résolution des évêques du Burkina Faso, les premiers responsables donc de nos médias, de construire un cadre d'expression commun. C'est le but. Un cadre d'expression commun, de partage de nos expériences, de partage de nos compétences en Église Famille de Dieu. La conférence épiscopale Burkina-Niger au centre de cette initiative a été bien inspirée par la Commission épiscopale des moyens de communication sociale à travers l'Association des radios catholiques. Notre projet, le projet du réseau des radios catholiques qui s'ouvre, veut répondre à cette série de problématiques qui conduit à sa recommandation, entre autres, le coût de production radiophonique de nos différentes radios, la nécessité de renforcer nos capacités d'action commune et de synergie de ces moyens de communication, mais aussi de relever le défi de la dynamique de nos communications au niveau de notre institution et aussi de notre pays. Cette radio centrale qui sera officiellement lancée le 12 février prochain à Ouagadougou aura pour rôle de transmettre quotidiennement dans tout le réseau les programmes communs grâce à un système de connexion satellitaire.
Au chapitre santé de ce journal, nous parlons médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour dans l'univers des rebouteurs. Ils sont très nombreux dans les villes et villages à recourir encore à ces guérisseurs traditionnels en cas de fracture ou de luxation. La vie moderne n'a entamé en rien la confiance et l'espoir de guérison des patients en leurs rebouteurs. Le savoir-faire traditionnel semble de toute évidence avoir de beaux jours devant lui. Pour nous en convaincre, nous avons interrogé quelques-uns à l'Est. Suivons le dossier que nous proposent Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Des patients qui expriment leur douleur lors des séances de reboutage de leurs fractures. Nous sommes chez les rebouteurs de Banga, un village de la commune de Bilanga dans la Nyanya. Guérir toute désarticulation dans n'importe quel endroit du corps n'est plus un secret pour ces guérisseurs. Ce savoir légué par leurs ancêtres depuis des années est transmis de père en fils. C'est une pratique ancestrale. Nous avons acquis ce savoir auprès de nos parents. C'est donc un don de Dieu. Nous pouvons accueillir plus de 30 blessés par jour. Si on te masse, le contrôle c'est chaque 3 jours. Ces guérisseurs utilisent cette eau mélangée avec les fibres de plantes pour les massages et la bande faite en bois pour l'immobilisation des os. Le savoir-faire de ces hommes s'est forgé une renommée de rebouteur qui va au-delà des frontières burkinabées. J'ai été percuté par un tricycle dans un quartier de Bobo qu'on appelle Binousso. Il a passé la radio. Les médecins nous ont fait savoir qu'on passait par une intervention. Là-bas, on a jugé bon vraiment de revenir au village, traiter ça traditionnellement. J'ai eu mon accident à Abidjan. J'ai fait radio à l'hôpital. Bon, les gars m'ont proposé de faire opération. Bon, j'ai vu que l'opération là, ça ne va pas m'arranger. Je suis arrivé ici, ça fait une semaine comme ça. Voilà, mais je vois que ça commence à aller. Puisqu'avant, je ne pouvais pas appuyer dessus. Mais actuellement, je vois que non, ça commence à aller. J'ai été victime d'un accident lors d'une collision de camion au Bénin. On m'a transféré à l'hôpital de Barbangou et ça n'a pas donné. Mais depuis que je suis venu ici, avec les massages, je sens mes jambes. Les victimes de fractures à la cuisse peuvent être immobilisées durant 2 mois. Les cours se révèlent donc exigus au regard de l'affluence des blessés qui viennent de toutes les contrées. Notre problème, c'est le centre de santé, parce que la majorité des blessés tombent souvent malades de paludisme et autres, alors que le CSPS le plus proche est à 15 km. Le traitement des patients immobilisés peut aller jusqu'à 60 jours. Donc le problème d'hébergement s'oppose, surtout en période de pluie. Ce problème de local est bien connu des autorités communales de Bilanga. Nous avions entrepris de construire ne serait qu'un petit local d'hébergement pour pouvoir accueillir les femmes et les hommes, pour que ce village de Banga, qui est un village de rebouteurs, puisse vraiment en tout cas accueillir les malades qui viennent de partout. Après prestation, un coq et un canari remplis de dolo sont sollicités pour le rituel en guise de remerciement aux ancêtres. Un mot de l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal et l'on parle du sport au service de la diplomatie. Les 23e Jeux olympiques d'hiver qui rapprochent les deux Corées, Kim Jong-un tend la main à son homologue de la Corée du Sud. Le dirigeant nord-coréen invite par sa sœur Moon Jae-in pour un sommet à Pyongyang le plus tôt possible. C'est lors d'un match de hockey que pourrait fondre la glace entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le chef de l'État de Corée du Nord, Kim Jong-nam. Ils doivent assister ensemble au premier match de l'équipe coréenne unifiée de hockey sur glace féminin ce soir contre la Suisse. Les deux hommes se sont déjà rencontrés il y a quelques heures à Séoul, avec également cette jeune femme de 28 ans, Kim Yo-young, la sœur de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. C'est la première fois qu'un membre de la dynastie régnante à Pyongyang se rend au sud depuis près de 70 ans. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bon week-end à tous.